Cours d'histoire. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Storia Voce, le podcast d'histoire et civilisation. Vous le savez, nos podcasts sont gratuits. Nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Hugo Cognier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes ancienne élève de l'ENA et de l'ENS, auteur de plusieurs ouvrages. Vous avez notamment coécrit Servir les assemblées, un livre écrit avec Pierre Michon, et vous venez de publier votre premier ouvrage chez Perrin, La mort de la Troisième République, 10 mai, 10 juillet 1940, de la défaite au coup d'État. Nous suivons, pour ainsi dire, jour après jour, heure après heure, les événements, et nous entamons ensemble une série de 3 cours d'histoire sur le sujet, avant de voir précisément la révolution de Palais, puis la liquidation du régime. Nous allons voir aujourd'hui toute la période vers la défaite de la France. Hugo Cognier, on est surpris de voir que le drame qui se joue compte au fond si peu d'acteurs. Tout se joue avec un peu moins d'une vingtaine de personnes, et ces gens se connaissent, se côtoient depuis longtemps. Travaillent ensemble, appartiennent au même gouvernement, souvent, qui se recompose au fil du temps. Oui, la chute de la Troisième République, c'est de l'événementiel pur, en quelque sorte. Donc, on est dans une histoire politique qui ne fait pas du tout intervenir les masses, qui ne fait pas du tout intervenir la population, si ce n'est peut-être à la fin, au moment du 10 juillet, la masse des parlementaires qui représentent les Français. Et encore, à ce moment, le sort du régime est déjà joué. Donc oui, on peut dire qu'on est vraiment dans une histoire événementielle pure, et qui donc se joue avec un tout petit nombre d'acteurs. En effet, les grandes figures politiques de la fin des années 1930. Donc, et quelques militaires. Lebrun. Tout à fait, on peut les présenter brièvement. Le président de la République, c'est Albert Lebrun, c'est le président de la République de la Troisième, donc il n'a pas les mêmes pouvoirs que les présidents de la République que nous connaissons, nous, aujourd'hui. C'est un honnête homme, patriote, dévoué, extrêmement dévoué à la cause publique, mais sans doute un peu fragile, dépourvu d'ambition. Il ne pensait pas se représenter, d'ailleurs, en 1939. Ce sont les parlementaires qui ont insisté pour qu'il se représente. Son mandat se terminait, il avait été élu en 1932, donc son mandat se terminait en 1939, en avril 1939. Puis on lui a dit que, compte tenu de la situation internationale, il fallait qu'il rempile, en quelque sorte. Donc voilà, on a quelqu'un d'un peu incertain, finalement, qui, de surcroît, est bridé par ce que l'on appelle la Constitution Grévy, c'est-à-dire cette interprétation des lois constitutionnelles de 1975 qui affaiblit énormément l'exécutif au profit du législatif. Nous avons affaire à un régime d'assemblée presque chimiquement pur, et Albert Lebrun se considère comme le serviteur des partis, le serviteur des parlementaires, ce qui évidemment contribue aussi à le brider dans le feu de l'action. Donc là, c'est le président de la République. L'autre personnage le plus important du régime, c'est sans doute le président du Conseil. Donc on a jusqu'au mois de mars Édouard Daladier, et en mars lui succède, à l'issue d'un épisode parlementaire assez trouble, finalement, lui succède Paul Reynaud, que vous avez cité, donc qui est aux commandes du pays quand déferle l'offensive le 10 mai 1940. Une seule femme. Dans le livre, oui, une seule femme, Hélène Deportes. Qui est cette femme ? Il y a plusieurs femmes. Les femmes n'ont pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne sont pas dépourvues d'importance, ne sont pas dépourvues de rôle politique. À la fin de la Troisième République, vous avez un certain nombre de figures féminines. On se moque d'ailleurs parfois d'elles. On les appelle les égéries ou les favorites de la Troisième République. Par exemple, la marquise de Crussol pour Édouard Daladier. Et pour Paul Reynaud, c'est Hélène Deportes, et elle va malheureusement jouer un rôle très important. Je dis malheureusement parce que elle va peser dans le mauvais sens des choses, en tout cas de notre point de vue d'aujourd'hui. Donc c'est la maîtresse, comme on dit à l'époque, on dirait aujourd'hui la compagne de Paul Reynaud.
puisque les deux sont séparés de leurs conjoints respectifs. Ils sont en train de divorcer, ils veulent d'ailleurs se marier, ils ont même diligenté une requête en annulation auprès du Vatican pour pouvoir se remarier à l'Église. Et c'est une femme qui intervient beaucoup, qui est très présente, qui reçoit les diplomates, les militaires, les ministres même parfois, donc qui ne passe pas inaperçue, d'autant qu'elle aime parler librement, elle a son franc-parler, et elle s'efforce d'influencer en réalité Paul Reynaud dans le sens qui lui paraît à elle le plus justifié, mais qui malheureusement est un sens assez biaisé, puisqu'elle est proche des fétistes, comme on les appelle à l'époque, et qu'elle est aussi très germanophile, très favorablement impressionnée par les régimes totalitaires. Donc ce ne sont pas les positions de Paul Reynaud, mais ce sont celles de sa compagne, et il va être influencé par elle au moment les plus décisifs. Alors on va voir bien évidemment au cours de ces 3 émissions bien d'autres personnages, mais je souhaiterais peut-être commencer par l'armée française. L'état-major pense que la guerre sera longue, il pense que la France va au fond revivre ce qu'elle a vécu entre 1914 et 1918. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie une stratégie défensive ? Exactement, uniquement défensive. L'état-major a conscience de la disproportion des forces, puisque l'armée allemande est numériquement plus importante. L'Allemagne a une démographie beaucoup plus importante. L'Allemagne s'est réarmée très tôt, alors que la France et l'Angleterre ont beaucoup de retard à cet égard. Et puis la France ne peut pas compter, comme en 1914, sur l'allié russe. Depuis le pacte germano-soviétique qui a été conclu à la fin du mois d'août 1939, l'Allemagne et l'Union soviétique sont alliées, malgré leurs différences idéologiques bien connues. Elles sont alliées provisoirement, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc la France s'attend à encaisser en quelque sorte le choc de l'armée allemande. Et l'état-major a une stratégie purement défensive qui consiste donc à attendre le choc sans bouger et à ensuite essayer d'user l'armée allemande en espérant que le blocus qui sera organisé avec l'aide de la marine britannique mettra à genoux l'armée allemande, l'Allemagne tout entière, et permettra d'obtenir la victoire. Donc en quelque sorte refaire 1918. L'homme du moment, c'est Maurice Gamelin, c'est le général en chef, c'est un homme qui apparaît un peu isolé, peu fédérateur. Oui, il n'est pas très apprécié. Il n'est pas très apprécié de ses subordonnés parce qu'il a tendance à se défausser de ses responsabilités et à rejeter toujours la faute sur ses subordonnés. Donc ça passe assez mal dans une hiérarchie quelle qu'elle soit. C'est un homme intelligent, subtil, raffiné, mais qui a peur de s'engager, de trancher, qui a peur de commettre des erreurs qui pourraient lui être reprochées. Son objectif, semble-t-il, c'est de devenir maréchal de France, et donc il est un adepte de ce qu'on appellerait aujourd'hui le pas de vague. Ne faisons pas de vague, et essayons de bouger le moins possible. C'est un militaire qui est très proche des politiques, notamment des politiques du Parti radical, avec lesquels il s'entend très bien et qui le soutiennent en retour. Et effectivement, vous faisiez allusion à son isolement. Il s'est installé non pas sur la frontière, au plus proche de ses soldats, mais à Vincennes. Il a son poste de commandement au château de Vincennes, en réalité pour être proche de Paris et des milieux politiques, pour mener la guerre plutôt sur le front politique, disons, que sur le front militaire. Et c'est une grave erreur, évidemment. Quelle est la dépendance militaire du politique ? Elle est totale ? Non, justement, la Troisième République, c'est l'une des raisons de sa chute, ne parvient pas à contrôler efficacement l'armée. Elle y était parvenue entre 1914 et 1918, mais ce n'est plus vraiment le cas à la fin des années 30, tout simplement parce que les dirigeants républicains, les hommes politiques, sont moins fermes, moins forts, moins autoritaires, ils ne parviennent plus à se faire respecter de l'armée, peut-être aussi ne savent-ils pas ce qu'ils veulent, tout simplement. Donc il y a un grave déficit du contrôle militaire. On a une armée qui fait un peu ce qu'elle veut, qui répugne d'ailleurs, on le voit bien après le 10 mai, pendant les premiers jours de l'offensive, qui répugne à donner des informations, simplement au président du Conseil. Le président du Conseil n'obtient pas les informations. Il envoie son conseiller militaire auprès du général Gamelin, et l'état-major de Gamelin lui dit si vous continuez à nous embêter comme ça, à insister comme ça, on vous dira plus rien du tout. Donc il y a une méfiance vraiment réciproque. Les militaires se méfient des politiques.
n'ont pas une très bonne image d'eux, de façon générale. Ils craignent sans doute aussi des fuites, des informations qui pourraient être connues des Allemands. Et à l'inverse, les politiques ne savent pas comment s'y prendre vis-à-vis des militaires. Alors tout commence le vendredi 10 mai avec l'offensive allemande. Hitler joue en quelque sorte le tout pour le tout et surtout il surprend son monde en passant par les Ardennes. Personne ne s'y attend. En effet, Hitler a changé ses plans assez tardivement, d'ailleurs vers février 1940. Il s'est laissé gagner par une proposition qui lui a été faite par un de ses plus brillants stratèges, un de ses plus brillants généraux, Erich von Manstein, qui l'a persuadé de tenter une opération audacieuse qui consiste donc à envahir la Belgique et les Pays-Bas pour attirer l'armée française vers le nord et porter ensuite l'effort principal en réalité, non pas là où on l'attendait, donc en Belgique et aux Pays-Bas, mais à la charnière du dispositif entre la ligne Maginot qui commence et qui se poursuit vers le sud jusqu'à la frontière suisse et la Belgique dans les Ardennes, pour couper, en quelque sorte, c'est le coup de faux, comme on l'a appelé, pour couper les armées françaises. C'est très audacieux, c'est très risqué, on n'était pas sûr évidemment que ça marche, ça aurait pu échouer, notamment parce que les forces allemandes, les blindés allemands ont dû se concentrer dans les routes étroites des Ardennes. Ils ont été aperçus d'ailleurs par l'aviation, mais on n'a pas interprété l'information et l'état-major français n'a pas réagi, malheureusement. Et c'est un coup stratégique magistral qui décide de la campagne très rapidement. En réalité, dès le 14 mai, donc vous voyez, à peine 4 jours après le début des combats, la France est vaincue en réalité. La France et le corps expéditionnaire britannique, qui est présent également sur le continent, sont virtuellement vaincus. C'est ce que vous montrez en fait. Il y a un dialogue entre le chef du gouvernement et Churchill. We have been defeated, dit le chef de gouvernement. Nous avons été battus. Et Churchill ne le croit pas. Voilà, il est étonné. Et le chef du gouvernement lui répète: on a bien perdu la bataille. Pourtant, ce moment, c'est au tout début de votre livre, c'est page 55, que vous citez ce dialogue. Il faudra énormément, enfin non pas énormément de temps, mais plusieurs jours encore avant qu'on accepte cette idée de défaite et, nous le verrons la semaine prochaine, l'idée d'armistice. Oui, on s'accroche à un espoir, on s'accroche aussi à un précédent glorieux qui est la bataille de la Marne en 1914, le miracle de la Marne, alors que tout semblait perdu, a permis d'arrêter l'offensive allemande. Donc il y a cet espoir, mais qui ne repose en réalité sur aucune réalité tangible. Le problème de l'état-major français, c'est qu'il était dominé par ce que l'on appelait la doctrine du front continu. Donc toutes les troupes sont alignées véritablement le long de la frontière, il n'y a pas de trou, mais il n'y a pas de réserve non plus. Quand les Allemands attaquent le 10 mai, Gamelin s'en réjouit. D'abord, il croit que tout se passe comme prévu, et il fait avancer en Belgique les meilleures troupes françaises, les divisions les plus armées, commandées par les chefs les plus expérimentés, non pas pour prendre l'offensive, mais pour établir le front, cette espèce de front dont on pense qu'il va se figer, comme entre 1915 et 1918, avec un réseau de tranchées, etc., pour l'établir le plus loin possible. Finalement, c'est toujours la stratégie défensive, mais si possible, un peu plus loin des frontières françaises, pour éviter de faire souffrir le territoire national. Et par là même, il se jette tête baissée dans le piège allemand, puisque le gros des troupes allemandes, et notamment les troupes les plus mobiles, les divisions blindées, déboulent dans la forêt des Ardennes et ensuite obliquent vers la côte, vers la Manche, donc vont isoler cette meilleure partie de l'armée française en Belgique. Donc le pays va perdre déjà la moitié de ses troupes en quelques jours. Donc ces forces avancées en Belgique ne sont pas complètement détruites, elles sont évacuées. Il y a quand même cet épisode un peu plus souriant, enfin si l'on peut dire, qui est l'évacuation de Dunkerque, qui permet contre toute attente de récupérer un grand nombre de soldats français et britanniques, donc qui étaient
coincés dans cette poche en Belgique, mais ces soldats-là perdent leur matériel. Donc on va essayer de les renvoyer en France continentale pour reformer un front plus au sud, mais en fait c'est trop tard. Là encore, la dynamique a changé de camp et surtout le gros des chars a été perdu. Il reste des mystères. Pourquoi, par exemple, l'armée allemande n'a pas continué? Elle s'est arrêtée à quelques kilomètres de Dunkerque. Absolument, c'est un des enjeux historiographiques, un des défis, une des questions qui est posée depuis très longtemps, cet ordre d'arrêt, puisque Hitler a donné l'ordre d'arrêter les panzers, alors même qu'ils étaient sur le point de prendre Dunkerque et rien ne les aurait sans doute arrêtés. Oui. Alors on ne sait pas très bien pourquoi, il y a deux thèses essentiellement en opposition. On peut considérer que l'armée allemande avait quand même besoin de souffler, que les panzers étaient fatigués, ils avaient parcouru tout de même plusieurs centaines de kilomètres, connu des pertes, donc il fallait leur permettre de reconstituer leurs forces, d'autant que les Allemands ont préféré jouer la prudence aussi après un tel succès. Il y avait l'envie sans doute de faire montre davantage de prudence. Et il y a une autre thèse plus politique qui voudrait que Hitler ait épargné l'Angleterre en quelque sorte et permis aux Anglais de réembarquer leur corps expéditionnaire pour pouvoir négocier avec eux une paix générale, pour faire la paix sur le sable de Dunkerque. Et on ne sait pas trop, les deux thèses. Après tout, ne s'excluent pas forcément. Ne s'exclut pas forcément. Quel rôle joue Churchill dans cette affaire? On le voit, il est étonné comme beaucoup de cette défaite française en 4 jours. Oui, très étonné, mais lui décide très vite de poursuivre la guerre, seul s'il le faut. Donc son jeu va être d'inciter les Français à tenir le plus possible, mais il ne se fait pas d'illusions. Il sait que tôt ou tard, l'Angleterre sera seule face à l'Allemagne. Donc, il va ménager les forces britanniques, notamment les forces aériennes britanniques, qui ne vont pas être engagées autant que les Français le voudraient sur le champ de bataille, pour préparer l'étape suivante qui sera la bataille d'Angleterre, que Churchill a déjà en ligne de mire. Donc, c'est quelqu'un qui voit loin. À la différence des dirigeants français, lui a un plan d'action, une stratégie, une vision à moyen terme des événements. Mais alors, c'est ce qui est étonnant, en fait, quand on vous lit, encore une fois, vous décrivez jour après jour, heure après heure, les différentes séquences, et on est surpris de voir, au fond, qu'on assiste on voit des politiciens à courte vue, en dehors de ceux qui ont un plan bien établi et que l'on va voir dans la dernière émission, ou l'avant-dernière émission déjà, à savoir des Laval et des Pétain. Oui, tout à fait. Les dirigeants politiques en place ont toujours un temps de retard, en quelque sorte, et sont poursuivis par l'événement. Ils s'accrochent pendant longtemps à cette idée d'un miracle, d'un nouveau miracle de la Marne. On a des manifestations religieuses d'ailleurs qui se multiplient à Paris. Tout ce beau monde se retrouve sous les voûtes de la cathédrale de Paris le dimanche 19 mai. Exactement, vous décrivez ce moment étonnant où donc les plus hautes autorités de la République, dont beaucoup de ministres agnostiques, francs-maçons, voire athées pour certains d'entre eux, assistent donc à la messe. On sort les reliques de la Sainte la couronne d'épines, etc. On les promène en procession. C'est un moment très émouvant, mais qui est interprété par beaucoup de Français comme le signe que les choses vont décidément très mal, en réalité. Donc l'objectif de regonfler le moral national n'a sans doute pas été atteint. Parce que la première conséquence en fait de la bataille, c'est le choc psychologique de la défaite. On ne se fait plus d'illusions tout en y croyant et tout en pensant à ce miracle que vous évoquiez. Exactement, les sentiments sont partagés. Bien sûr. Il faut bien voir aussi que dans les Ardennes, donc les Allemands ont attaqué très brutalement des forces qui n'étaient pas les meilleures, qui étaient des divisions secondaires de l'armée française, et il y a eu un certain nombre de défaillances, un certain nombre de soldats qui ont lâché les armes avant même de voir les chars allemands, alors plutôt ceux qui étaient en deuxième ligne, parce que les premiers ont été submergés, certains se sont battus très courageusement, de façon héroïque même, mais il y a eu des défaillances, on a vu des soldats se débander jusque Reims à peu près, et tout ça alimente l'idée dans la classe politique que décidément la situation est perdue, que les Français ne veulent pas se battre dans la profondeur de la population.
Et c'est l'argument que va utiliser un certain nombre de politiciens pour exiger cet armistice. Alors, un certain maréchal Pétain est, lui, en Espagne, et vous montrez très vite qu'il hante les esprits. Oui, on avait déjà fait appel à Pétain en 1934, après le 6 février. Le 6 février, oui. Il avait été nommé ministre de la guerre dans un gouvernement de défense républicaine qui penchait à droite, au centre droit, mais avec des personnalités très diverses. Donc Pétain, oui, c'est le dernier survivant. Enfin, il y en a un autre qui est Franchet d'Espéré, mais il est très malade et il est marqué politiquement, pour le coup, à l'extrême droite. Pétain est donc le dernier maréchal présentable, en tout cas pense-t-on, de la guerre précédente. C'est quelqu'un qui a énormément de prestige. Il a descendu les Champs-Élysées en 1919 sur un cheval blanc après la victoire. C'est quelqu'un qui impose par sa dignité. Ceux qui le rencontrent sont surpris et ont cet adjectif ou ce substantif qui leur vient sur les lèvres, la dignité. Il paraît extrêmement digne. Sans doute une forme de réserve, un physique éblouissant, en quelque sorte. Il fait 20 ans de moins que son âge, un regard bleu qui vous impressionne. Il ne dit pas grand-chose aussi, depuis plusieurs années déjà. Il se limite dans ses interventions publiques à des généralités assez consensuelles, donc on ne sait pas trop finalement ce qu'il pense. Et même dans les réunions privées, les réunions du gouvernement, parce qu'il va devenir vice-président, il garde très souvent le silence. Tout à fait. Ouais. Et alors, il y a une pratique étonnante, c'est qu'à un moment, il sort un papier de sa poche et il se met à lire quelque chose. Alors ça sera la phase suivante, au moment de la chute du régime. Mais oui, c'est quelqu'un qui joue de sa surdité, parce qu'il est sourd, mais il feint aussi très souvent la surdité. C'est-à-dire que quand il ne veut pas entendre, il n'entend pas. Et puis parfois, il retrouve l'audition, aussi surprenant que ça puisse paraître. Et c'est un maréchal qui passe pour républicain. Ça, c'est très important, il faut le souligner. Auprès d'une grande partie de la classe politique, il passe pour républicain, voire pour un homme de gauche ou de centre-gauche. Ce qui n'est pas fréquent dans l'armée. L'armée est plutôt conservatrice, surtout à l'époque, enfin peut-être encore maintenant, mais en tout cas à l'époque c'est très net. Pétain n'a pas cette réputation. Et du coup, on ne se méfie pas, on ne le voit pas venir, on pense que c'est une personnalité consensuelle. Lui-même prétend s'occuper désormais de problèmes d'éducation, parce qu'il est plus intéressé par le problème d'éducation que par le problème militaire. Donc il contribue sans doute à dissimuler ses intentions. Et ce que ne voient pas les hommes politiques républicains, c'est que depuis quelques années, depuis le Front populaire de 1936, il a dérivé vers la droite et il a tendance à s'entourer de personnalités hostiles au régime, hostiles à la démocratie, comme Raphaël Alibert, son directeur de cabinet. Donc il a dérivé, mais tout en restant très discret sur ses intentions. Et en passant pour une sorte de potiche glorieuse, donc un certain nombre d'hommes politiques, c'est le cas de Laval, mais c'est aussi le cas de Paul Reynaud, finalement, avec des intentions différentes, veulent l'utiliser, veulent s'en servir comme un étendard, derrière lequel ils agiront, en réalité. Et la créature va dépasser ses créateurs. C'est ce que nous verrons lors des deux prochaines émissions. Hugo Cogniet, la mort de la Troisième République, 10 juillet 1940, de la défaite au coup d'État, un ouvrage paru chez Perrin. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc pour la suite de ce cours d'histoire.